Je tiens surtout à ce que Bernard soit avec nous. Je ne sais pas s'il l'est. Je ne crois pas à grand-chose. Mais toute la journée, je lui parle et je veux qu'il assiste à ça et qu'il soit peut-être assez fier de moi. Le contrat de confiance, la camionnette jaune et bleue, cela vous évoque sûrement quelque chose, non? Darty, bien sûr. Si ces emblèmes nous sont familiers, rares sont ceux qui connaissent les origines de cette entreprise familiale. La vie de Bernard Darty ressemble à un roman. Celui qui a fondé la célèbre enseigne avec son père et ses 2 frères revient sur son parcours étonnant et lève le voile sur ce qui a fait le succès de la marque. Donc ma famille vient de Pologne, où elle était victime de persécutions antisémites. Et mon père décide d'émigrer en France, où il arrive en 1930, en éclaireur en quelque sorte. Ma mère et ses 4 enfants, je n'étais pas encore né, le rejoignent une année après qu'il ait trouvé du travail et qu'il se soit installé rue d'Avron. Dans le 20e arrondissement, je suis donc le seul à être né en France. À un moment, il avait songé à m'appeler Benjamin. Et mes frères, mes 2 frères, qui avaient 12 et 14 ans, ont pensé que c'était pas assez français, donc ils ont préféré Bernard. Mon père s'appelle Isaac Hertz Darty, mais dans une farouche volonté d'assimilation, il change Isaac Hertz en Henri, va au cours du soir, apprend le français, qu'il parlait sans accent. Donc pour lui, la République française était l'endroit où il se sentait le mieux. 1941, l'ennemi marquait les Juifs d'un signe d'abjection. Il emprisonnait les suspects d'indépendance de pensée. Après la honte, le désespoir. Alors effectivement, ma famille, qui était à l'abri des persécutions lorsqu'elle est arrivée en France, se retrouve confrontée aux mêmes difficultés à partir de 1940-41. Je n'ai jamais pu évoquer avec mon grand-père Itzek, donc Henri Darty, le père de mon grand-père paternel, parce qu'il était, je pense que d'ailleurs c'est de là que tenait mon père son extrême pudeur. Il était très 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 discret, très pudique, et je crois n'avoir jamais une seule fois abordé ce sujet avec lui. Nous sommes en 1942, le 16 juillet, il y a la rafle du Vélodrome d'hiver, la rafle du Veldiv, comme on dit, qui est déclenchée, et la police française débarque dans tous les foyers juifs de la région parisienne. Et je me souviens très bien, j'avais 7 ans, 7 mois et 7 jours, lorsque, à 6 heures du matin, la police arrive et dit « Préparez une valise chacun, nous repassons dans 1 heure ». Est-ce que c'était parce qu'ils étaient débordés ou pour nous donner une chance de nous échapper? Je vais prendre la deuxième hypothèse. Quelque temps plus tard, ma mère et mon frère Marcel passent sur le trottoir face à l'immeuble où nous habitions. La police était revenue. La concierge la désigne aux policiers. La voilà. Ils se mettent tous les 2 à courir. Mon frère avait 22 ans, il s'échappe très rapidement. Ma mère est arrêtée et elle est morte, même peut-être avant d'arriver à Auschwitz. Elle serait morte le 27 juillet dans le convoi qui l'amenait à Auschwitz. Papa ne parlait pas tellement de la rafle du Veldiv et il évitait, mais on sentait que c'était présent. Jusqu'en 1944, je suis resté en pension, caché, entre guillemets,
à Savigny-sur-Orge, comme pour la première fois, vers le 17 ou 18 août, c'était un peu avant Paris, je vois passer des camions américains et les soldats nous tendaient des chewing-gums, voilà. En 1944, j'avais donc 10 ans. Je retourne à l'école rue des Pyrénées, à l'école communale, où je prépare un certificat d'études et j'entre en 6e au lycée Arago. Je passe un diplôme supplémentaire de coupeur, puisque je sais couper. Je savais couper un costume à partir de mesures prises au centimètre, sans patron. Mon père et mes 2 frères, qui ont l'intention de se mettre à leur compte, réunissent 300 000 anciens francs, c'est-à-dire 3 000 francs nouveaux ou 500 € à peu près, pour créer une société à responsabilité qui s'appelle Établissement Darty et Fils. Les établissements Darty et Fils, c'est toujours le nom juridique de Darty aujourd'hui. La première fois que j'ai rencontré Bernard Darty, ou où j'ai entendu le nom Darty, plus par sa fille d'ailleurs, Florence, je me suis dit c'est Darty comme le magasin. Mon père aurait été surpris que je rencontre un monsieur qui s'appelle Darty et qui est propriétaire du magasin. Parce que lui comme moi, on ne savait pas qu'il y avait... que Darty c'était un monsieur, que c'était une famille. Et d'ailleurs, je dis oui, c'est comme s'il y avait un Jean-Pierre Conforama pour moi. La famille Darty gérait un commerce de couture sur mesure à Montreuil. Il fallait que le client soit satisfait, très satisfait, parce qu'un costume, ça dure longtemps. Il avait une devise, c'était... de faire des vêtements à vos mesures, pas sur mesure, mais à vos mesures, au prix du tout fait. L'atelier familial était la pièce principale du logement que nous habitions. Le logement fait 40 mètres carrés. Nous retournions les têtes de machine pour poser une nappe et déjeuner ou dîner. En 1957, en mois d'octobre ou novembre, le voisin, qui avait un magasin de radioélectricité, c'était le nom générique de ce type de magasin dans lequel on vendait des postes de radio, des piles, des lampes, décide de proposer son bail. Mon frère achète le bail. Ils ne pouvaient pas changer d'objet social. Et donc ils ont été obligés, Bernard, après une période d'observation, a dit mais finalement l'électroménager c'est pas très différent de la couture. Un appareil électroménager, il est fait pour, comme un costume, il est fait pour durer. L'idée c'était d'agrandir le magasin de vêtements qui marchait très bien. Nous avions déjà commencé à faire de la publicité, m'étant aperçu que les prospectus que nous distribuions à la sortie du métro terminaient à la poubelle, d'utiliser du papier buvard. Et j'avais fait marquer « bon buvard à conserver ». Il parlait toujours avec humour de son métier, puisque lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il ouvrait sa veste, montrait l'intérieur, montrait ses ourlets et les doublures, et ne parlait surtout pas de ni télé, ni la vaisselle, ni quoi que ce soit. La petite boutique de 30 mètres carrés, il vend des fringues, et puis après, il voudrait l'agrandir, mais on lui refuse l'agrandissement. Alors il commence à vendre de l'électroménager et des postes de télévision sur le trottoir. Les débuts de Bernard, alors je ne parle pas de ses débuts de jeune homme, je parle de ses débuts de Darty, en fait, la genèse de ce qui est devenu Darty, le magasin. Il me l'a raconté, mais parce que je pense que je lui ai demandé. C'est ainsi que l'activité Darty en magasin de vêtements s'est adjoint une activité de commerce au détail. C'est là où donc l'aventure commence en quelque sorte par hasard. Et il s'est retrouvé avec des caisses de téléviseurs et il dit bon bah on va refourguer ça, on va mettre un prix dessus et puis ça va partir. Et là il a vu les gens se mettre devant la vitrine et c'est parti comme des petits pains. Donc nous nous retrouvons un peu contraints et forcés de continuer pour quelque temps l'activité électrodomestique. Moi, je me disais c'était formidable. Je n'aurais jamais pu imaginer la suite. C'était la personne la plus bienveillante que j'ai jamais connue autour de moi, et pas parce que c'est mon père, parce qu'il était bienveillant à l'égard de tout le monde. Et tout le monde était grand à ses yeux. C'était un exceptionnel visionnaire. C'était un visionnaire, mais qui était aussi très pointu sur les détails. Ce qui est rare. Parce qu'en général, les visionnaires, ils ont une vue globale, future. Mais lui, il était visionnaire, mais à la fois dans les détails. En 1957, Établissement Darty et Fils a donc un deuxième magasin, radioélectricité. Je reviens du service militaire et mon frère me dit « Bernard, tu vas t'occuper de ce magasin. Les téléviseurs démarraient. » Je me souviens très bien du moment où Bernard a décidé de tourner le téléviseur vers la rue. Et je crois que Bernard, il a eu ce génie, ce don d'attirer le monde comme ça. Immédiatement, il y a eu un attroupement, les gens...
était devant la boîte magique. C'était quand même une boîte magique. Ce qui fait que j'ai vendu autant de téléviseurs en 8 jours que le prédécesseur en un an. Mais nous, on faisait la queue devant des magasins qui vendaient des télévisions. On restait le soir pour regarder, on voyait rien. Les écrans étaient gris-blanc. On était là scotchés devant la vitrine. D'abord, le magasin Darty avait ceci d'unique, c'est que c'était pas monomarque, c'était polymarque. Alors qu'auparavant, les magasins étaient le distributeur officiel Philips, Schneider, Frigidaire, etc. Là, tout y était. Comme le magasin était trop petit, 25 mètres carrés, nous sortons les téléviseurs dans la rue. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que l'avenue de la Porte de Montreuil, c'est le début du marché aux puces. Le marché aux puces. On ne peut pas quitter Paris sans aller se perdre, une fois au moins, dans cette cour des miracles, traînant le vague espoir d'y trouver presque tout et l'emporter pour presque rien. Le marché aux puces qui, le samedi et dimanche, draine une masse importante de clients. Pour passer du marché aux puces à la Bourse de Paris, c'est une très longue histoire. Porte de Montreuil à Paris. C'est dans cet arrondissement populaire qu'en 1957, Nathan, Marcel et Bernard Darty ouvrent leur première surface de vente. Au contact de la clientèle de ce quartier, naît une nouvelle approche commerciale de spécialistes qui va préfigurer l'avenir. Mais j'entends la voix de mon père dire « on va chez Darty samedi ». Je l'ai tellement entendu son nom qu'il a un nom de vedette. Nous étions dans le début des 30 Glorieuses, donc nous bénéficions d'une part d'un accroissement du pouvoir d'achat des Français, de la naissance de produits de plus en plus performants, les produits qui sont à la maison domestique et qui fonctionnent à l'électricité. Ça comprend aussi bien les produits bruns, téléviseurs, etc., dont la couleur est brune, ou les radios, que les produits blancs, machines à laver, réfrigérateurs, cuisinières. Je trouve ici tout ce qui m'intéresse. C'est une très bonne formule de vente, il y a beaucoup de choix et ça va beaucoup moins cher qu'ailleurs. Évidemment, j'étais client. Qui n'est pas allé un jour chez Darty? Et moi, je me suis toujours meublé avec Darty. Donc, je lui ai dit, si je vous avais connu avant, il faut me mettre 10% sur toutes les machines que ma femme a achetées. Et j'avais fait la liste. Bébé Darty, oui, parce que déjà, enfant, amené par mes parents dans ces magasins. Darty est là. C'est on achète Darty. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, on achète Darty. Bernard a toujours eu deux grands soucis. Satisfaire le client et satisfaire les salariés, mais dans un ordre bien précis. D'abord le client et ensuite le salarié. Il y a 22 ans, lors de l'ouverture de notre premier magasin, nous nous sommes aperçus, mes frères et moi, que nos clients étaient très intéressés par la possibilité d'utiliser leurs appareils tout de suite. Le dépannage le soir même. Il y avait des gens qui arrivaient, ils avaient le télé en panne, et il y avait un match de rugby. Il dit, ça m'a rendu tellement malheureux que j'ai trouvé une solution. Vous voulez que ce soit pas trop embêtant? J'espère, oui. Entrez. Alors? Il est là. Ah, c'est grave? Il pense que non. Bon, on aurait dû s'en douter, il était tout pâle la dernière fois qu'on l'a vu. T'es marrant, faut dire aussi qu'il est plus tout jeune. Quand même. Alors? Vous pouvez aller le voir. Oh, tu parles d'un bol, dis donc. Ça a l'air de marquer, dis donc. Il a repris les couleurs, hein. La deuxième chose qu'il a fait, c'est de dérober aux fournisseurs la fonction SAV. À l'époque, la distribution était naissante, la grande distribution, les hyper, elle était totalement axée sur le prix bas sans service. Alors, à cette époque, le service après-vente était assuré par les fabricants. D'abord parce qu'il n'y avait pas suffisamment de techniciens pour être engagés dans les petits magasins de radioélectricité. J'ai toujours compris, bien sûr, que la valeur ajoutée d'un distributeur par rapport à ses concurrents, c'est d'ajouter quelque chose de plus. Et à la Porte de Montreuil, les clients ont le verbe haut et le coup de poing facile. Et comme je ne suis pas très costaud... Il a bien engagé un type, un spécialiste, un touche-à-tout. Vous arriviez chez lui, oui, je suis pas content, ma télé ne marche pas et tout. Hop, le type, il fonçait avec lui, il allait chez lui, il allait réparer, immédiatement. C'est le service après-vente. Le service après-vente rapide est né comme cela. Il fallait être courageux, dire service compris au prix le plus bas. Service compris plus prix le plus bas égale quoi? Égale perte?
Non, Bernard, il faut que ça égale résultat. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a plus d'entreprise, on est mort. Ils avaient une notion du client qui était différente des autres. Pour un lave-vaisselle, je voudrais absolument que quelqu'un vienne le plus rapidement possible me la dépanner. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Dans le service après-vente, le chiffre est voisin de 550. C'est-à-dire qu'une personne sur 3 travaille dans le service après-vente. Ah, Monique, l'addition, s'il vous plaît. Faut que j'y aille parce qu'on risque d'avoir un de ces boulots aujourd'hui. Vous travaillez même le dimanche? Eh oui. C'est pas toi qui ferais ça. Chez nous, c'est service. On travaille 7 jours sur 7. Ah, les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous. Coup de téléphone, on saute dans la voiture et on arrive. Est-ce que je peux vous demander votre nom et votre numéro de téléphone? Au cas où. Voilà. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Au revoir, messieurs, dames. T'as compris ce qu'il fait? Pas vraiment, non? C'est un dépanneur de chez Darty. On peut se tromper, non? Je peux vous parler d'un homme que j'ai connu en 1965 ou 4. Il s'appelait Pierre Hollard. Ça a été le premier cadre, même si le concept de cadre n'existait pas. Et Pierre Hollard, il a cette extravagante idée d'imaginer une publicité la veille de la fête des mères en disant « Offrez le cadeau, Darty offre les fleurs ». Il est parti avec ses équipes à Rungis, il a ramené des dizaines de milliers de roses, et donc nous offrions des roses aux clients qui ce jour-là avaient acheté des produits à livrer. Mais ça a été un effet fantastique. Il a anticipé un certain nombre de révolutions du commerce, l'informatique, Internet. Alors, bien sûr, on n'avait pas Internet à l'époque, mais il a eu l'idée de mettre des bornes d'achat à distance. Il y avait des magasins Darty, mais il n'y avait pas de magasins Darty partout. Vous dites qu'il y en avait 50, 100. Et Bernard avait inventé dans des petits locaux de 20 mètres carrés des bornes où dans les années 80, on pouvait choisir son produit, commander son produit, payer son produit et le recevoir chez soi. C'est comme si aujourd'hui on passe une commande par Internet. Et d'ailleurs, ça a eu beaucoup de mal à prendre parce que les gens n'étaient pas du tout habitués, n'étaient pas formés et avaient même peur. Il a fait Amazon le premier. Hein. Heureusement, je n'ai pas connu Bernard plus tôt, parce que je pense que j'aurais été responsable d'un magasin, ça m'aurait plu. J'étais bon vendeur. Dis donc, Gueux, je t'ai pas raconté la meilleure? Quoi? Samedi, j'ai trouvé moins cher que chez Darty. Hein? Le même produit? Exactement le même. Avec les mêmes garanties? Tout pareil. Mais qu'est-ce que t'as acheté? Un home cinéma complet. Pas livré et installé quand même. Livré et installé. Tu plaisantes? Ouais. Je rigole. Ce qui rejoint l'humour de Bernard Darty, parce que c'est forcément lui qui donnait l'accord de ces publicités-là, l'accord de rire de soi, c'était lui contre lui. Je pense, je ne l'ai pas connu à cette période, mais qui devait jubiler à l'idée de lire les nouveaux scénarios, les nouveaux scripts des nouvelles publicités, et qui devait être très... il n'en a bien sûr pas réalisé, mais le connaissant, il devait être omniprésent. Vous allez vers la place du marché, hein? Sale temps pour tomber en panne. J'ai crevé 2 fois et à 7h du soir pour faire réparer. Mais j'ai un rendez-vous et... Pour être pressé comme ça, c'est une femme, hein? Elle a téléphoné ce matin, je peux pas la faire attendre, hein? Jolie? Je sais pas. Alors comme ça, une femme vous appelle, vous la connaissez pas et vous arrivez? Ah, toujours, et le plus vite possible, oui. Ben, je vous dépose là. Faut que je trouve une place. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, Madouce. Bonjour, Minou. Allez donc, pour trouver une place dans ce quartier. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est le réparateur de chez Darty pour la télévision. Bernard Darty a inventé la notion de direction produit. Le chef de produit était un homme qui était responsable de l'achat d'un produit, mais responsable de l'achat jusqu'à la vente, en passant par la gestion des stocks et le calcul des marges. L'originalité du poste qui ensuite m'a été confié après mon stage de 6 mois était de prendre la qualité comme le critère de choix du client chez Darty et ailleurs. En 1967, je fais un voyage aux États-Unis invité par un fournisseur, l'Aden, et nous sommes environ une 60aine de revendeurs avec les épouses. Et à Boston, j'ai un choc en voyant une grande surface spécialisée dans l'électrodomestique qui s'appelle Lechmere. J'avais fait un stage entre la première et la deuxième année de mes études. Et j'avais appris qu'une
une personne de France, M. Darty, que je ne connaissais pas, était venu visiter la société parce qu'il avait l'intention de s'inspirer du concept Kennedy & Cohen en France. En particulier, la société Kennedy & Cohen avait inventé « si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence ». Et à l'époque... Il offrait donc une dinde qui est chargée de symboles aux États-Unis, puisque c'est ce que l'on mange le jour de Thanksgiving, aux clients qui auraient trouvé moins cher ailleurs. Et j'ai découvert après qu'il avait adapté la promesse marketing de Kennedy & Cohen en transformant la dinde en champagne. Excusez-moi, monsieur, mais il a gagné quoi? Une bouteille de champagne offerte par Darty. Oui, il y avait peut-être le film du garçon qui avait trouvé moins cher que chez Darty. Donc c'était forcément un exploit d'avoir trouvé moins cher, ce qui était un humour sur soi terrible, parce que une autre marque aurait dit non, il s'est trompé. Non, là, il avait trouvé moins cher, ce qui était encore plus fort. Vous savez, copier sur quelqu'un, c'est du plagiat. Copier sur plusieurs, c'est de l'érudition. Aux États-Unis, ce qui compte, c'est le prix. Et nous, notre actif principal, c'est le service. Compte tenu de ce voyage aux États-Unis, avec mon frère, nous avons décidé de créer une surface de 400 mètres, puis 800 mètres carrés de vente, puisque les matériels étaient dans l'entrepôt, il suffisait de le déballer pour le proposer à la vente. Et en même temps, nous pouvions montrer tous nos actifs. En termes de choix, nos magasins faisaient 1000 mètres quand les autres faisaient 60 mètres quand même. C'est le plus grand magasin d'électroménager de France. En termes de service, puisque j'avais une cloison vitrée pour qu'on voit les techniciens qui étaient en blouse blanche travailler depuis le magasin, et on apercevait même l'entrée de l'entrepôt avec les marchandises stockées. Mon père ne connaissait pas l'enseigne Darty et donc il pensait qu'avoir fait tant d'études pour devenir directeur de magasin avec une veste rouge à Limonest dans la banlieue de Lyon, c'était un peu curieux. Il m'a dit alors finalement cette petite société où tu es rentré, ça se passe bien? Et je lui dis oui, tu peux pas t'imaginer, mais samedi dernier, donc la veille du jour de Noël, nous avons fait 1 million de francs dans la journée dans mon magasin. Pour lui, 1 million de francs, c'était le chiffre d'affaires annuel qu'il faisait dans un de ses magasins. Alors après toute une longue période d'apprentissage de 1960 à 1968, avec mon frère, nous décidons d'ouvrir cette grande surface spécialisée. Alors le hasard fait que l'ouverture était prévue en mai 68. Et la France a été paralysée pendant 1 mois. Donc l'ouverture a été différée. Il se trouve que début juin, les choses se renversent, et donc tout repart. Et le premier jour de l'ouverture, j'arrive à 9h du matin, et j'ai vraiment là un très grand choc. Il y avait environ 50 personnes qui attendaient l'ouverture du magasin. C'était un homme délicat, silencieux. C'était un grand chef d'entreprise qui ressemblait absolument pas aux autres. Bernard Darty était le centre de l'entreprise. C'est lui qui donnait la direction, c'est lui qui animait. C'est lui qui passait les messages et tout le monde adhérait. C'était quelque chose qu'il avait en lui, quoi. Vous savez, il y a des gens qui sont par nature généreux, qui partagent, qui participent. Je pense que c'est quelqu'un surtout qui sait transmettre son optimisme, qu'il l'a transmis à tous ceux qui ont travaillé avec lui, à tous ceux qui ont vécu avec lui et à tous ses amis. Il avait réussi, si vous voulez, ce qui est très rare dans une entreprise. Je dis bien, le mot est fort, peut-être, l'amour de ces gens qui travaillaient avec lui. Jeune Jean, aujourd'hui, vous dessinez ce téléviseur. Allons-y. C'est l'heure, montrez-moi vos œuvres. En 1968, nos affaires continuent à se développer et nous avons besoin d'un entrepôt plus important, plus grand que celle que nous avions à Bagnolet. Et Marcel achète un terrain le long de la route nationale 3 à Bondy qui nous permet de construire un entrepôt de 3000 mètres carrés. Prendre des risques, c'est le lot de tout entrepreneur. Quelqu'un dit que la justification morale du profit, c'est le risque. En 1973,
l'idée nous est venue de nous engager par écrit envers nos clients. Alors c'est la naissance du contrat de confiance qui est effectivement, dont le but est d'assurer à nos clients le prix le plus bas, le plus grand choix et le meilleur service. En 3 mots, contrat de confiance avec tous ceux qui travaillent avec moi, de les y associer. Enfin, le contrat de confiance, on en parle toujours, même aujourd'hui, vous l'entendez. C'était un engagement écrit, c'était un engagement solennel, et c'était un engagement ferme et définitif, et qui était respecté. Et c'était effectivement un document où il y avait 7 articles qui étaient signés par le président de la société. Article 1, je m'engage à vous donner les prix les plus bas. Article 2, article 3, article 7. Voilà. Excusez-moi, pourriez-vous enlever vos blousons parce que j'achète chez Darty, chez vous, donc pas cher. Mais je dis à ma femme que j'achète ailleurs, au prix normal. Et la différence, c'est pour Bibi. Coucou, Bibi, c'est une bonne surprise. La vaisselle dont tu rêvais. C'est une grande marque. Ça doit coûter cher. Ah, le prix normal? Alors là, c'est tout toi. Pour jeter l'argent du ménage par la fenêtre, tu t'y connais. Tu as payé? Non, pas encore. Alors, messieurs, je vais vous demander de remballer ça. Je préfère aller l'acheter chez Darty. Bah, faites ce qu'on vous dit. Moi, j'ai toujours pour principe, ma prière, c'est que Dieu soit loué. Et toujours à des prix raisonnables. Quand vous vendez au même prix, on vous accuse d'entente et c'est sanctionné. Je vous laisse imaginer de quoi l'on peut vous accuser si vous vendiez plus cher. Comme ils étaient autodidactes et qu'ils ont vu que l'entreprise grossissait, ils ont décidé de déléguer le côté opérationnel de l'entreprise en se réservant la communication, on vient d'en parler. Dès 1973, nous avons eu l'intention d'utiliser comme média la radio. La radio, c'est un média cher qui doit être concentré. D'où la réflexion. Comment pouvons-nous transmettre l'ensemble de nos actifs, le bas prix, le grand choix et le service rapide, en 30 secondes? Il avait compris que pour rester numéro 1, fallait la publicité, quoi. Le rouge, s'il vous plaît. Quand vous voulez. 1, 2, 3. Darty, souvent la petite musique. La pub de la météo a été révolutionnaire. Mais à l'époque, tu t'arrêtais les jeunes dans la rue. Qu'est-ce que c'est Darty? Ah ben c'est la météo. C'était pas autre chose, c'était pas un magasin, c'était la météo. Darty, en campagne de publicité, ont été dans les premiers, alors mis à part le contrat de confiance, toutes ces choses-là, qui étaient les premiers à être ce genre de sponsor qu'on voit devant une émission ou quoi. Et je me souviens de voir la camionnette Darty, la voir, la revoir, la re-revoir. C'est devant le journal ou devant la météo. Un jour, il est parti de la maison au Rincy et il n'avait pas sa voiture. Il est parti dans la rue pour aller travailler. Il a trouvé une camionnette Darty et il l'a arrêté au feu en lui disant « Est-ce que vous pouvez m'emmener travailler ?» Darty, si vous voulez, donc marchait très bien. En particulier, il y avait des pointes de vente qui étaient surtout les jours de Noël. Et donc un jour, il me dit « Bernard, ça ne va pas du tout parce que quand on a fait Noël, on a fait plus 20, plus 30, mais après, on a fait moins. Donc, c'est pas possible, ça. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose pour que, justement, la fin de l'année fiscale soit aussi forte que Noël. Et c'est là qu'on a inventé, en parlant, Darty, moins cher que Darty. C'était audacieux, en même temps, conceptuellement, c'était l'absolu, quoi. Moins cher que Darty, ça paraît impossible. Donc, d'où la naissance de cette communication. Je pense que ça a été une entreprise totalement atypique pour différentes raisons. La première, je dirais, la qualité des fondateurs, des 3 frères, et la qualité de Bernard, bien sûr. Le développement, l'innovation. Et c'est se réservant le développement et l'innovation, il avait l'esprit qui travaillait en permanence sur qu'est-ce que je peux faire pour avoir une longueur d'avance sur mes concurrents et qu'est-ce que je peux faire pour avoir une longueur d'avance pour satisfaire mes clients. Ensuite, ça a été une communication de qualité et originale qui utilisait les grands médias, télévision, radio, le métro, le cinéma. Moi, j'étais admiratif de son parcours et je crois qu'il avait un côté artistique. Un côté rentré. Les films publicitaires, on les voyait toujours à la maison avant. C'était extraordinaire parce qu'à chaque fois, c'était des grands éclats de rire. Parce que c'était plus que des films publicitaires. Je sais pas, c'était des histoires. Je trouvais ça tellement drôle. Gabi,
Tu rentres, mine de rien, petit inventaire, petit plan des lieux, la routine, quoi. Puis-je vous être utile, monsieur? C'est-à-dire, c'est spécial, je regarde un peu tout. Eh bien, vous n'avez pas fini. Nous pouvons composer plus de 1000 chaînes dans toutes les gammes de prix. Mais qu'est-ce qu'il faut depuis 3 heures? Polo! Gabi. Oh, moi, le bandeau néon. Mais il est bête ou quoi? Il y avait sa patte, il y avait sa façon de faire. Et donc, un jour, je lui ai dit, d'ailleurs, je vais t'engager comme créatif. J'ai jamais vu refuser un film. Quand nous avons pris la décision d'ouvrir des magasins en province, Nous ouvrons effectivement dans quelques semaines une nouvelle filiale Darty Provence Méditerranée. Darty était connu. Il nous a suffi de faire une annonce dans le Progrès de Lyon pour dire que nous ouvrons tel jour, et il y avait 50 personnes devant le magasin. À Lyon, par exemple, tous les cadres avaient obligation en fin de semaine de prendre une dizaine de bons de livraison et téléphoner aux clients pour savoir s'ils étaient contents. Je pense qu'il appelait tous ses directeurs de magasins, je devais être le 16e ou le 17e, et il leur demandait le chiffre de la journée. C'est vrai que le coup de téléphone du samedi soir de Bernard Darty était un instrument de motivation extraordinaire, parce que on savait que le big boss appellerait samedi soir et il fallait qu'on ait quelque chose à lui dire. La hiérarchie n'existait pas, c'était la conviction qui l'emportait. Tout ce qui est arrivé, c'est parce qu'il existait lui. Le hasard, mais il faut, comme je dis par ailleurs, que si tu croises la fortune, offre-lui un siège. Un promoteur de parking nous invite à déjeuner chez Lucas Carton, place de la Madeleine. Je lui dis, mais vous construisez des parkings, est-ce qu'il n'y a pas des surfaces commerciales disponibles dans vos parkings? Faire le pari d'aller sous l'église de la Madeleine, enfin, ça paraît fou. Et nous voilà devant une porte en bois avec un cadenas. Le chef du parking ne trouvait pas la clé. Il n'y avait pas de lumière, et avec une lampe électrique, je vois un niveau de parking qui ressemblait au niveau 2. Donc le balcon assez bas, mais il y avait 1800, 2000 mètres carrés. C'était tellement drôle, je lui ai dit, écoute, tu me vois, moi, aller négocier avec l'archevêque? Il me dit, mais oui, bien entendu, on va lui prendre le premier étage. Et il y a une annonce qui est faite, mais ça s'appelle Darty sous la Madeleine, et il y a une découpe du parking avec l'église, le magasin et 6 niveaux de parking. C'est un magasin en plein centre de Paris, quoi. La caractéristique de ce magasin, c'est que l'entrée du parking jouxtait une station de métro. Pierre Rollard, qui n'était pas avare d'idées originales. Si vous cherchez les prix les plus bas, descendez. Et les pas qui suivaient. Bien, ouais. J'arrive le matin et je vois des pas collés, marqués Darty, qui sortaient des Galeries Lafayette et du Printemps et qui allaient vers le magasin Darty. J'ai dit, Pierre, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Ne vous inquiétez pas quand même. Alors je peux vous dire que les gens arrivaient. Mais quand on lui proposait ça, c'est là où il avait le sens du risque. C'est-à-dire qu'il était prêt à faire des choses que personne ne faisait. Alors, comment ça s'est passé? Un café, s'il vous plaît. Ça y est, je suis à ton service. Alors, engagé? J'ai signé aujourd'hui. Ce soir, j'annonce la bonne nouvelle à ma femme. Ah, de mon temps, on rentrait pas tous les soirs au bercail. Et levé 6h, couché 20h. Et ça, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Ah ben nous, c'est même le dimanche. Même le dimanche. Eh bien, ça, c'est du service. À propos de qui vive, c'est l'heure. Au revoir, monsieur. Vous allez le café. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je pense que Bernard a été très novateur dans le fait de toujours penser à ses employés. Ça compte, pour lui, ça comptait énormément. Je pense aussi que ça vient peut-être de nos origines, de ses origines, qui étaient extrêmement modestes. Une des grandes qualités, c'est qu'il était bon et juste, et c'est vraiment ce qui le définit. Aucune injustice, jamais, et toujours la même chose pour tout le monde. Ouais. Chez Darty, on savait qui on allait chercher pour que... Alors, il y avait le côté technique, est-ce qu'il est bon dans ses métiers, est-ce qu'il a le bon diplôme et les diplômes suffisants, mais en même temps, il y avait à côté, c'était est-ce que cet homme-là a le profil pour s'intégrer. Je suis rentré chez Darty, je devais avoir 31 ans.
Et je suis sorti 30 ans après. Quand je rentre chez Darty, j'ai 30 ans. J'en sors, j'ai 60 ans. J'avais 25 ans et j'en suis sorti 20 ans après. J'avais 30 ans et j'en suis sorti, j'en avais 60. 1975 à 30 ans et j'en suis sorti en 2005 à 60 ans. On travaillait tous dans le même but, avec la même opiniâtreté. Les gens étaient heureux chez Darty. Je crois que fondamentalement, c'est le facteur explicatif. Alors pourquoi? La question est pourquoi est-ce qu'on restait chez Darty et qu'on était plutôt fidèles? Ça tient à plusieurs facteurs. La société marchait bien, l'ambiance était géniale, les frères Darty étaient assez uniques en termes à la fois de charme et de générosité. Cette fidélité s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est l'attachement à cette structure familiale et en particulier à Bernard Darty qui était très charismatique. On disait qu'on était la seule distribution la plus diplômée de France. Le recrutement se faisait directement par les responsables au niveau le plus bas. Quand je dis le niveau le plus bas, par exemple, c'était le directeur de magasin qui recrutait ses vendeurs. Moi, j'ai préféré, comme je crée des esprits nouvelles, embaucher des gens beaucoup plus jeunes. Je suis rentré chez Darty à l'âge de 18 ans, en étudiant. Quand je suis rentré dans cette entreprise, je ne pensais pas y rester. Les gens étaient heureux, pourquoi quitter? Devant vous, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière, sa mono-carrière, on va dire, dans une seule et unique entreprise, parce que déjà, un, on s'y sent bien, deux, on a été accueillis par des gens quand même extraordinaires, et puis qu'on façonné cet esprit que M. Darty a donné, et l'élan qu'il a donné à cette entreprise. Donc, et c'est vrai, quand on se retourne, un peu plus de 30 ans, on se dit, c'était hier, quoi. Il pouvait y avoir le risque, un risque de népotisme. Il pouvait engager son beau-frère, qui n'était peut-être pas compétent. Mais si le beau-frère n'était pas compétent, lui-même était pénalisé, puisque la règle générale était d'avoir une partie fixe de salaire, plus une partie variable. C'est l'origine sociale de mes frères et de moi-même qui fait que nous avons engagé des cadres de qualité, avec des gens qui venaient de HEC, Subdeco, ESSEC, Polytechnique. Le recrutement était très varié. Donc il ne restait que 6 mois ou 30 ans. 6 mois, c'est qu'il était expulsé par la collectivité des cadres. 30 ans parce qu'il se sentait bien et il était bien payé. Il voulait faire en sorte que le travail des salariés leur profite. Pas uniquement au résultat de l'entreprise, mais également à son capital. Bernard Darty a toujours été très participatif. Il a toujours souhaité que l'ensemble des salariés bénéficient d'un intéressement ou d'une participation. Bon, nous sommes là maintenant en 1988, donc je vous rappelle que la société a été créée en 1947, 1957, électrodomestique, 1968, développement rapide, 1976, introduction en bourse, ce qui est quand même un événement important dans la vie d'entreprise. Toutefois, je ne crois pas que nous ayons malmené nos actionnaires. Je voudrais vous rappeler que depuis 1976, date de l'introduction du titre à la Bourse de Paris, le cours du titre s'est accru de 50%, nos bénéfices d'un peu plus du double, et notre dividende a triplé. Moi, en 1987, j'ai un grave accident de santé, donc j'ai conscience qu'il faut préparer l'avenir. Et c'est par lui que j'ai appris comment il a cédé une grande partie de son entreprise à ses collaborateurs, ce qui est extraordinaire. Et donc, je décide de transformer les organes de direction en conseil de surveillance et en directoire, et je confie la présidence du directoire à Philippe Frances. Quand il a quitté et qu'il m'a donné la présidence du directoire, il avait 51 ans. Il avait eu un petit pépin cardiaque, mais c'était pas suffisant pour le faire arrêter. Il pensait que c'était bien de filer le relais, quoi. Moi, j'avais pas très envie, parce que j'étais très heureux, comme ça, finalement, le bonheur, c'est ce qui est le plus important. J'écoute Bernard, je travaille avec un ami, je suis heureux, tout va bien, pourvu que je change. Devant le tableau d'affichage, il y a un courtier, il a l'oreille fine, comme un chef d'orchestre qui entend chaque violon dans un concerto. Il juge la tendance, hausse ou baisse. Une question d'habitude, le court côté, c'est le point d'équilibre entre les ventes et les achats. Ici, 549 francs. Et en 1987, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que les systèmes informatiques qui venaient d'être mis en place à Wall Street se mettent à vendre pendant que les traders étaient partis déjeuner.
Et ils se vendent, et ils étaient programmés pour vendre. Dès qu'il y avait une baisse, ils vendaient. La vente entraînant la baisse, il n'y avait plus de contrepartie pour acheter. Il me semble que le Dow Jones a chuté de 20% en une journée. Crack mondial, l'action Darty perd 50%. Bernard n'a pas envie d'être victime d'une OPA sauvage et monte assez rapidement avec Philippe Frances un RES. Si vous me posez la question de savoir si j'aurais pu vendre mes actions plus chères à un groupe extérieur, la réponse est très certainement oui. Nous créons une société financière, la financière Darty, dans laquelle 26% du capital est destiné aux salariés, 26% aux cadres, 26% à la famille, et le reste à quelques banquiers amis. Mais avec comme idée majeure, je fais un RES, mais je le fais avec tous les salariés. Pour financer l'OPA, puisque nous faisons une OPA sur nous-mêmes. La financière Darty va faire une OPA sur Darty. Le rapport tout à fait exceptionnel qu'il a eu avec ses employés, qu'il a intéressé à l'entreprise. Il leur a cédé une partie de l'entreprise pour pas que ce soit dans les mains d'un groupe étranger, ce qui est rarissime. Il faut trouver le capital. Donc, nous avions levé un peu moins d'1 milliard grâce au fonds d'épargne des salariés, qui était bloqué 5 ans, et qui pouvait être débloqué en cas de décès du salarié, ou en cas justement de RES également. Les conditions étaient particulièrement favorables. RES contre OPA, RES plus OPA, une innovation Darty. Darty propose une RES, reprise de l'entreprise par les salariés. En 1988, j'ai donc 23 ans, puisque je suis en 65, et donc effectivement, on nous annonce le fameux RES qui, dans mes oreilles d'un jeune de 23 ans, si vous voulez, n'avait pas de résonance particulière à l'époque. Beaucoup de personnel d'autres entreprises ont toujours une peur le matin de se demander si leur entreprise va être rachetée ou non par un groupe concurrent ou alors par une entreprise étrangère. Si on avait des participations, on pouvait les intégrer dans le RES, ce que j'ai fait. Alors il y a eu tout un mécanisme effectivement très important qui a été déployé, c'est l'explication de pourquoi il y avait ce RES. Quand on a fait le RES, on a dit aux gens, on va se lancer dans une aventure qui est risquée, c'est pas sûr qu'on gagne, mais on fera tout pour gagner. Et nous étions la plus grosse entreprise à l'époque à avoir fait ce RES. C'était la première fois que 5000 personnes devenaient actionnaires de leur propre société. Parce qu'ils avaient confiance. Donc ils ont dit, si la famille, si l'encadrement supérieur va dans ce sens-là, nous dit que c'est bon, on va les suivre. 90% des salariés ont participé au RES, ce qui est exceptionnel. On l'a appris le matin à la radio. On l'a appris, oui. Moi, j'ai toujours été excessivement fière de mon père, du départ à la fin, mais excessivement fière. Et le RES, c'était le premier RES qui avait lieu en France. Une bonne opération pour tout le personnel Darty. C'est un terme d'innovation au niveau social, comme Darty nous avait habitués aux innovations commerciales. Je crois que tout le monde est favorable, d'après ce qu'on a pu voir, à cette mesure. Et donc, il fallait emprunter 5 milliards. Mais vite, parce que si l'opération était connue, le cours allait remonter, puisqu'il y avait une OPA. Darty est une grande famille, je dirais qu'il y aura une adhérence encore plus grande. Chaque catégorie de personnel, qu'ils soient employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres, ont répondu de manière homogène à l'offre qui leur a été faite. Quand ils ont construit tout ce programme social pour le personnel, je pense qu'ils voulaient rendre le personnel heureux. Tout le monde va être dans le bain, c'est-à-dire que tout le monde va comprendre le système. Tout le monde va se sentir concerné, je trouve ça formidable, même vis-à-vis de la clientèle. On sera plus à l'aise dans notre peau, je crois. Certaines facilités donc pour être en fin de compte un petit peu propriétaire de la société, et que c'est quand même bien. Ça a été le plus gros RES jamais fait en Europe à l'époque. Voilà, vous avez moins de 30 ans, vous vous trouvez à la tête d'un petit patrimoine. Et il y a 90% des salariés qui participent à l'opération, c'est-à-dire 6000 personnes. Et c'est vrai que pendant les nombreuses années qui ont suivi, la dynamique de l'entreprise, la motivation de l'ensemble du personnel était vraiment différente de ce qu'elle était auparavant. Il y avait une fierté d'appartenance, mais il y avait en plus là le fait de dire je suis actionnaire de mon entreprise, donc je vais faire encore plus que ce que je fais déjà. Ce qui me vaut toujours des remerciements émus
de beaucoup d'anciens qui disent « Grâce à vous, j'ai pu acheter ma maison, mon appartement, payer les études de mes enfants, etc. » Bernard Darty, c'était souvent pour juger un homme, enfin en tout cas pour le cerner, il faut regarder sa femme. Et quand on voit sa femme, si discrète, si à l'écoute, si amoureuse, depuis tellement longtemps, on se dit que c'est un homme qui méritait l'amour que nous, on lui a donné plus tard aussi. Il était d'abord très amoureux de Paulette. Faut le dire vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un s'occuper d'une femme comme il s'en occupait. Comme il disait toujours, il avait une grande phrase, il voulait tout le temps que maman soit mieux que bien. Elle lui disait, mais je suis bien, Bernard. Il disait, oui, mais je veux que tu sois mieux que bien. Non, c'est une très très belle histoire d'amour et moi je souhaite à tout le monde, toutes les femmes, d'être aimées comme ça. Hein. Nous nous sommes rencontrés en colonie de vacances en juillet 49. J'avais 11 ans et demi, Bernard disait toujours 3/4. Et lui, donc, avait 14 ans et demi, puisque nous avons à peine, enfin un tout petit peu moins de 3 ans de différence. Nous avions un point commun, oui, nos parents étaient nés en Pologne, originaires de Pologne. Bernard n'a jamais oublié ses origines sociales, jamais. Et je crois que sans Paulette, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Je pense qu'il y a de belles histoires à raconter que lui ne m'a pas raconté, mais que j'ai entendu sur sa rencontre avec sa femme. C'est un film, Bernard Darty. C'est un film à faire. C'est un vrai destin. Une ou deux fois, nous sommes revus, puis nous ne sommes jamais revus pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, un jour, j'ai reçu une lettre, alors que j'habitais au 1 d'une avenue. La lettre était adressée au 187, et le facteur m'a retrouvé et m'a distribué la lettre. Et voilà, et c'est une lettre de Bernard, me demandant si je me souvenais de lui, et me disant qu'il aimerait beaucoup me revoir. Et là, ça a été le début. Le deuxième départ, mais le grand. Votre foi pour faire sa coupe? Je lui disais que j'étais fière de lui, mais de lui dire que je l'aimais, c'était compliqué parce que c'était toujours très difficile. Il était assez réservé parce qu'il n'avait pas eu d'amour de sa maman qui était déportée quand il avait 7 ans. Un jour, je parlais de mon petit-fils avec mon père et il avait des soucis à l'école avec ses copains, comme tout le monde en a, et je le racontais. Et il m'a regardé et il m'a dit « T'inquiète pas, Isabelle, il s'en remettra ». Et là, j'ai compris qu'il parlait de cette période où il a perdu sa mère. Il avait 7 ans. Et moi, quand j'ai rencontré Bernard Darty, j'ai rencontré un mythe. Je mettais un visage sur Darty. C'est quand même une réussite exceptionnelle. Je suis fier de voir que mon nom de famille est sur la devanture d'un magasin et que le magasin est bien tenu. En quelques mots, c'était un munch. Comprenne qui voudra. C'est un grand monsieur, à tout point de vue. Un ami. Un ami profond. Qu'on en a peu dans sa vie. Il disait toujours, déléguer, c'est pouvoir accepter que quelqu'un fasse quelque chose moins bien que vous et d'en être content. Mais son esprit, son âme, était présente partout. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et donc c'est toujours difficile de parler de personnes qu'on a appréciées et qu'on a aimées. Si j'avais un mot, je dirais patriarche. C'est un vrai patriarche. C'est un vrai d'une famille dont on a envie de faire partie. Voilà, il est parti dans une discrétion la plus totale. Lui qui avait créé tant d'emplois et qui avait inventé quelque chose. Mais voilà, il a vécu discrètement et il nous a quittés dans la discrétion. Je reste les yeux ouverts et j'ai confiance. C'est avec ces mots que Bernard Darty termine son livre. Et c'est ce mot confiance qui a forgé l'état d'esprit de la saga Darty. Quel beau testament!
C'est vrai.